À l'arrivée à la Paveletskaya, il n'y avait aucun cordon de sécurité. Les seules personnes qui s'écartèrent pour laisser passer la drésine étaient des vagabonds, assis dans le tunnel, à une trentaine de mètres de la station. Personne ne vit ici ou quoi demanda Artyom, s'efforçant de paraître phlegmatique. Il était peu enclin à rester seul, sans armes, sans provisions et sans documents, dans une station à moitié abandonnée. À la Paveletskaya répliqua Roussakov, étonné. Bien sûr que les gens y vivent. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de poste frontière? Mais c'est la Paveletskaya, intervint Banzai en énonçant le nom de la station d'un air entendu. Qui viendrait l'agresser? Un sage de l'Antiquité avait dit sur son lit de mort que la seule chose qu'il savait était qu'il ne savait rien. Et Artyom lui donnait raison. Tout évoquait le caractère intouchable de la station Paveletskaya comme une évidence qui n'avait nul besoin d'explication. Quoi? T'es pas au courant? Demanda Banzai, incrédule. Attends, tu vas comprendre par toi-même. La Paveletskaya frappa l'imagination d'Artyom dès le premier regard. Les plafonds étaient si hauts que les flammes dansantes des torches soutenues par des anneaux plantés dans les murs ne parvenaient pas à les éclairer, donnant une impression fascinante de l'infini juste au-dessus de la tête. De grandes arches rondes reposaient sur de minces colonnes qui portaient les immenses voûtes. Au sommet des colonnes, l'espace entre les arches était occupé par des moulages en bronze, ternis par les ans, mais qui gardaient l'empreinte de leur grandeur passée, et même s'ils ne représentaient que les traditionnels faucilles et marteaux, dans cet établissement de marbre, ces symboles à demi oubliés d'un empire déchu arboraient encore la fierté arrogante du jour où ils avaient été forgés. La longue rangée de colonnes inondées par endroits de la lumière tremblante rouge sang des torches se perdait au loin dans l'obscurité. On avait l'impression que cette colonnade ne s'arrêtait jamais, et que les îlots de lumière rouge les plus lointains disparaissaient dans les ténèbres opaques qui les séparaient de l'œil du spectateur. Cette station avait assurément été jadis la résidence d'un titan, ce qui expliquait son gigantisme. Était-il possible que personne n'osât s'attaquer à cette station à cause de sa splendeur? Banzai avait débrayé le moteur, et la drésine ralentissait de plus en plus alors qu'Artyom contemplait avidement cette étonnante station. Quel était donc ce mystère? Pourquoi n'osait-on pas troubler la paix de la Paveletskaya? Quelle était sa particularité? Elle tenait davantage d'un palais souterrain tout droit sorti d'un conte que d'une construction utilitaire pour le transport de passagers. Mais ce ne pouvait tout de même pas être la seule raison de son inviolabilité. Autour de la draisine à l'arrêt s'était rassemblée une foule de garçons de tout âge, sales et en haillons. Ils regardaient l'engin avec envie, et l'un d'eux, plus téméraire, avait sauté sur les voies, et il promena ses doigts sur le moteur en émettant des bruits de bouche admiratifs jusqu'à ce que Fédor le chasse. « Voilà, camarade Artyom, c'est ici que nos chemins se séparent, dit le commandant. Après délibération, nous avons décidé avec le camarade de te faire un petit cadeau. Tiens. » Il tendit à Artyom une kalachnikov, sans doute récupérée sur un de ses tortionnaires morts. « Et il y a ceci. » Il tenait dans sa main la lampe du nazi moustachu en uniforme noir. « Ce sont des trophées. Prends-les sans hésiter. Ils te reviennent de droit. Nous serions bien restés un peu ici, mais on ne peut pas se permettre de traîner. Qui sait jusqu'où la pourriture nazie voudra nous donner la chasse? La seule certitude est qu'ils n'oseront jamais montrer leur nez au-delà de la Paveletskaya. » Malgré sa fermeté et sa résolution nouvelle, le cœur d'Artyom se serra à la poignée de main de Banzai, qui lui souhaitait bonne chance, à la tape amicale sur l'épaule de Maxime, et quand tonton Fédor lui fourra entre les mains une bouteille à moitié vide de son torboyau, ne sachant que lui offrir d'autre. « Allez mon gars, à la revoyure. On a encore de beaux jours devant nous. » Le camarade Roussakov lui serra fermement la main une fois de plus, et son beau visage prit un air sérieux. « Camarade Artyom, en guise d'adieu, je souhaite te dire deux choses. La première, crois en ton étoile. Comme le disait le camarade Ernesto Che Guevara, hasta la victoria siempre. Et la deuxième, la plus importante, no pasarán. » Tous les combattants levèrent leurs poings droits serrés et répétèrent le vœu no pasarán. Artyom n'eut d'autre choix que de lever à son tour le sien et répondre avec autant de conviction révolutionnaire dans la voix que possible no pasarán.
même si pour lui ce rituel était parfaitement abracadabrant. Mais il ne voulait pas gâcher ce moment d'adieu grandiose par des questions stupides. Visiblement, il avait tout fait convenablement, car dans le regard que posa sur lui le camarade Roussakov, avant de le gratifier d'un salut, il lut l'approbation et la fierté. Les ronflements du moteur se firent plus sonores, et, entourés d'un nuage de gaz d'échappement et poursuivis par la foule de garçonnets criant de joie, la draisine s'enfonça dans les ténèbres. Artyom était à nouveau seul, et loin de chez lui, comme jamais auparavant. La première chose qu'il remarqua, alors qu'il errait le long du quai, ce fut les horloges. Il en compta 4. À VDNKH, le temps était quelque chose de symbolique, comme les livres et les tentatives d'instaurer une école pour les enfants. C'était le signe que les habitants de la station continuaient à se battre, qu'ils ne baissaient pas les bras, qu'ils restaient des êtres humains. Dans cette station, cependant, il semblait que le temps jouât un rôle bien plus important. Après quelques errances, Artyom nota d'autres singularités. Dans la station même, il ne voyait aucune habitation, seulement quelques wagons stationnés sur la deuxième voie et s'enfonçant dans le tunnel, de sorte que seule une petite partie de la rame donnait sur le quai, raison pour laquelle il ne l'avait pas remarqué tout de suite. Les commerçants de briques et de broc et des ateliers ne manquaient pas, mais on ne trouvait pas une seule tente, pas même un paravent derrière lequel passer la nuit. Seul quelques indigents et sans-abri étaient couchés sur des empilements de cartons. Les gens qui s'affairaient dans la station s'interrompaient de temps en temps pour s'approcher des horloges. Les rares à posséder une montre comparaient nerveusement l'heure qu'elle indiquait avec les chiffres rouges affichés sur l'écran et retournaient à leur occupation. Artyom se demanda ce qu'aurait dit Khan en assistant à un tel spectacle. À la différence de Kitaï-Gorod, où on s'intéressait beaucoup aux nouveaux arrivants, leur proposant à manger, cherchant à leur fourguer quelques marchandises ou à les emmener quelque part, à la Paveletskaya, tout le monde semblait absorbé par ces activités. L'intérêt dont jouissait Artyom était nul, et le sentiment de profonde solitude que la curiosité avait tenu à l'écart au moment de son arrivée en fut accru. Il essaya de se distraire de la tristesse qui le gagnait, en examinant davantage tous ceux qui l'entouraient. Il s'attendait à voir des gens différents, avec des expressions particulières sur le visage. Il était impossible que la vie dans une telle station ne marquât pas physiquement ses habitants. Au premier abord, tout autour de lui vivaient, criaient, se querellaient. Des gens normaux que rien ne différenciait des autres. Mais plus il les détaillait, plus Artyom se sentait pris d'un frisson. La proportion de jeunes estropiés ou difformes était impressionnante. À l'un il manquait des doigts, à un autre était couvert d'escarres, un troisième arborait un moignon grossier à la place d'un troisième bras qu'on avait scié à la hâte. Les adultes avaient perdu tout ou partie de leur chevelure, et la maladie marquait leurs traits. Il n'en croisa aucun qui fût en pleine santé et en bonne condition physique. Leur allure souffreteuse et débile contrastait douloureusement avec la grandeur de la station qu'ils occupaient. Au milieu de la salle, 2 escaliers descendaient vers la correspondance sur la ligne circulaire, vers la Hanse. Mais il n'y avait ici aucun factionnaire ni point de contrôle comme à Prospect Mira. Pourtant, on disait que la coalition marchande tenait les stations qui permettaient d'accéder à son territoire d'une main de fer. Oui, quelque chose d'étrange se jouait en ces lieux. Il n'atteignit jamais l'autre extrémité de la salle. Il s'acheta tout d'abord pour 5 cartouches une gamelle de champignons frits et un verre d'une eau croupie au goût amer qu'il ingurgita avec dégoût, assis sur une caisse retournée en plastique. Puis il marcha jusqu'au train, espérant pouvoir s'y reposer. Il était à bout de force et encore endolori par l'interrogatoire. Mais la rame offrait un tout autre visage que celle de Kitaï-Gorod. Les wagons étaient défoncés et complètement vides, brûlés et fondus par endroits. Les banquettes avaient été arrachées et emportées. Partout on voyait des traces de sang séché, et le plancher était jonché de douilles. Ce n'était pas un havre de repos, mais plutôt une forteresse qui avait survécu à bien des assauts. Il ne fallut pas très longtemps à Artyom pour examiner la rame de métro, mais quand il revint sur le quai, il eut beaucoup de mal à reconnaître la station. Les étals s'étaient vidés. Le brouhaha s'était tu, et mis à part quelques vagabonds rassemblés en un groupe compact près de l'accès à la correspondance, il n'y avait plus âme qui vive. Il faisait également plus sombre. Les torches du côté par lequel il était venu avaient été éteintes. Il n'en restait que quelques-unes d'allumées au centre de la salle, et au loin, de l'autre côté de la station,
brûler un petit feu de camp. Les horloges affichaient 8 heures passées de quelques minutes. Qu'était-il arrivé? Artyom se hâta autant que lui permettait son corps endolori. L'accès à la correspondance était verrouillé des deux côtés, non par de simples portillons métalliques, mais par des portails solides renforcés de plaques d'acier. Le deuxième escalier était barricadé de la même manière, sauf que l'un des vantaux était entr'ouvert, laissant apparaître derrière une épaisse grille de traverses métalliques soudées ensemble, comme dans les casemates de la Tverskaya. Derrière cette grille était disposée une petite table éclairée par une petite lampe, où était assis un factionnaire en uniforme bleu-gris délavé. « Après 8 heures, on ne laisse passer personne, » répondit-il d'une voix bourrue à Artyom, quand celui-ci demanda à entrer. « Ouverture des portes à 6 heures du matin. » Il tourna les talons pour montrer que l'entretien était terminé. Artyom en resta interdit. Pourquoi la vie dans la station s'arrêtait-elle après 8 heures? Qu'allait-il faire? Les clochards dans leur boîte en carton étaient tellement repoussants qu'il ne voulait s'en approcher à aucun prix. Il décida de tenter sa chance près du feu de camp qui brillait de l'autre côté de la salle. De loin, il put déjà se rendre compte qu'il ne s'agissait pas d'un rassemblement de vagabonds. Les silhouettes robustes et les canons de Kalachnikov se découpaient à contre-jour. Mais que pouvait-on garder en restant sur le quai? On devait monter la garde sur les voies, aux abords de la station, et le plus loin était le mieux. Alors que là, si des prédateurs ou des bandits décidaient d'attaquer la station, les sentinelles n'auraient le temps d'opposer aucune résistance. Cependant, quand il s'approcha davantage, Artyom remarqua une autre bizarrerie. Derrière le feu s'allumait par intermittence un puissant faisceau de lumière blanche. Il semblait être dirigé vers le haut, mais il était bien trop court, comme coupé à sa base. Il n'atteignait pas le plafond et s'évaporait en chemin en dépit de toutes les lois de la physique. La durée de latence entre deux allumages était longue, ce qui expliquait qu'Artyom ne l'eût pas remarqué plus tôt. Qu'est-ce que cela pouvait bien être? Il s'approcha du feu, salua poliment les factionnaires, leur expliquant qu'il était de passage et qu'il avait raté par ignorance l'heure de fermeture du portail, puis il leur demanda s'ils pouvaient se reposer près du feu, aux côtés des gardes. « Vous reposez ?» lui répondit d'un air moqueur un homme brun, trapu, au nez proéminent. « Ici, mon jeune ami, vous n'aurez pas le loisir de vous reposer. Si vous restez en vie jusqu'au matin, ce sera déjà quelque chose. » Quand Artyom lui demanda quel danger il y avait à être assis autour d'un feu dans une station, l'homme trapu se tut et se contenta d'un hochement de tête en direction du projecteur qui se trouvait un peu plus loin derrière lui. Les autres factionnaires étaient absorbés dans leur conversation et ne prêtèrent aucune attention au jeune homme. Décidant qu'il était temps de savoir ce qui se tramait dans cette station, Artyom se dirigea lentement vers le projecteur. Ce qu'il vit le surprit, mais leva le voile sur certains mystères. À l'extrémité de la salle était disposée une petite guérite, de celle qu'on rencontrait au pied de certains escalators dans les couloirs de correspondance. Tout autour étaient entassés des sacs de sable renforcés par des endroits de plaques métalliques. Un des hommes en faction dégageait de son étui une arme aux dimensions impressionnantes. L'autre était assis dans la guérite. C'était sur le toit de celle-ci qu'était installé le projecteur, dirigé vers le haut. Vers le haut? Il n'y avait aucune fermeture, aucune barrière. Juste derrière la guérite commençait l'escalator qui menait à la surface, et le faisceau du projecteur était braqué justement vers cette ouverture, balayant l'espace entre les murs et les murs eux-mêmes pour dénicher le moindre intrus dans les petits recoins d'ombre. Mais il ne capturait que des restes de lampes recouvertes d'une matière brune, le plafond moisi dans le stuc s'effritait et tombait au sol, et plus loin, on y voyait gouttes. Tout se mit soudainement en place dans la tête d'Artyom. Pour une raison inconnue, il n'y avait pas ici de rideau métallique qui coupait la station du monde de la surface, ni au niveau des quais, ni en haut des marches. La Paveletskaya communiquait directement avec le monde extérieur, et ses habitants vivaient sous la menace permanente d'intrusion. L'air qu'il respirait, l'eau qu'il buvait, voilà qui expliquait son goût étrange. Tout était contaminé. C'était aussi la raison des mutations si nombreuses chez les enfants, beaucoup plus nombreuses par exemple qu'à VDNK-H. C'était la raison de l'apparence maladive des adultes. Tous étaient peu à peu rongés par les maladies dues aux radiations. Mais ce n'était pas tout. Sinon, comment expliquer que la station se vida après 8 heures,
et que le factionnaire trapu ait dit que survivre jusqu'au matin tenait de la gageure. Après quelque hésitation, Artyom s'approcha de l'homme assis dans la guérite. « Le bonsoir, répondit l'autre au salut du jeune homme. Il avait la cinquantaine, et il ne lui restait que quelques mèches de cheveux grisonnants qui pendaient sur les tempes et à l'arrière du crâne. Ses yeux noirs observaient Artyom avec curiosité, et son gilet pare-balles tenu par des attaches en tissu ne dissimulait pas son ventre rond. Sur sa poitrine pendait une binoculaire. Un sifflet était à portée de main. « Assieds-toi, dit-il en désignant le sac le plus proche. Ils prennent du bon temps là-bas, et ils m'ont laissé tout seul à m'ennuyer. On peut tailler un brin de causette tous les deux. Qui est-ce qui t'a mis l'œil dans cet état ?» La conversation s'engagea. « Tu comprends, pas moyen de fabriquer quelque chose qui tienne la route, expliquait le factionnaire à Artyom en désignant l'ouverture béante. Ce n'est pas du métal qu'il faudrait ici, c'est du béton. On a déjà essayé des constructions métalliques, ça sert à rien. En automne, tout est emporté au diable par les eaux de pluie. D'abord ça s'accumule, puis d'un coup ça emporte tout. Ça s'est passé à plusieurs reprises. Il y a eu tellement de morts que depuis on se débrouille comme ça. Seulement il ne faut pas espérer une vie paisible ici. Comme sur les autres stations, on est toujours aux aguets. Dès qu'il fait nuit, on a des tas de saloperies qui rappliquent. Le jour, elles ne se montrent pas, qu'elles dorment ou qu'elles se baladent à la surface. Mais alors dès que la nuit tombe, alors on s'est adapté. Dès 8 heures, tout le monde va dans la correspondance. C'est là-bas qu'on vit. Ici, c'est plutôt la zone économique. Attends un peu. Il s'interrompit pour allumer le projecteur. La conversation ne reprit qu'après une inspection minutieuse des 3 escalators, des murs et du plafond, et l'extinction paisible du faisceau blanc. Là-haut, à la surface, reprit l'homme en désignant le plafond du doigt et en baissant la voix. C'est la gare de Paveliets. Enfin, quand elle était encore debout. Un bâtiment maudit. Je ne sais pas vers quelle destination en partaient les rails à l'époque, mais maintenant il s'y passe des choses terribles. L'écho nous apporte parfois des bruits à vous donner la chair de poule, et quand ils descendent, ils se tuent. On les appelle les voyageurs, ces créatures qui nous arrivent d'en haut, poursuivit-il après une minute de silence. C'est à cause de la gare, c'est un peu moins effrayant aussi. À quelques reprises, les voyageurs ont pris le dessus et ils ont balayé ce cordon. T'as vu la rame sur les voies ? Ils sont allés jusque-là. En bas, personne n'aurait ouvert. Il y a des femmes, des enfants. Si les voyageurs parviennent à s'y introduire, c'est terminé. Nos gars le comprenaient très bien, ça. Alors ils ont reculé jusqu'à la rame et ils s'y sont barricadés tant bien que mal. Et ils ont réussi à en dessouder quelques-uns. Quant à eux, il n'en est resté que 2 sur les 10. Un des voyageurs est parti dans les tunnels, vers la Novokuznetskaya. On a voulu le pister le lendemain matin, il laissait derrière lui une traînée d'une espèce de mucosité. Mais il a bifurqué dans un tunnel latéral qui descend. Ceux-là, on les évite. On a assez de nos problèmes. J'ai entendu dire que personne n'attaquait jamais la Paveletskaya, dit Artyom. C'est vrai ? Bien sûr. Qui voudrait nous démolir ? Si nous ne montions pas la garde en permanence, ces saloperies se répandraient sur toute la ligne. Non, personne ne lèvera la main sur nous. Même la Hanse nous a cédé l'ensemble de la correspondance pour installer ses postes frontières à l'extrémité. Elle nous fournit même en armes et en munitions pour qu'on la couvre de cette menace. Elle aime salir les mains des autres pour son bénéfice, si tu veux mon avis. Comment tu t'appelles ? Moi c'est Marc. Attends Artyom, il y a comme un bruit là. Et il s'empressa d'allumer à nouveau le projecteur. Non, j'ai dû rêver, dit-il d'un ton incertain au bout d'une minute. Artyom sentait croître en lui l'intuition d'un danger imminent. À l'instar de Marc, il avait les yeux rivés vers le haut, mais là où l'autre n'avait vu que les ombres des lampes abîmées, Artyom voyait des silhouettes de monstres fantasmagoriques figés dans le faisceau aveuglant. Un instant, il avait cru que son imagination lui jouait des tours, mais une des ombres eut un mouvement à peine perceptible dès qu'elle sortit du cône de lumière. « Attendez !» chuchota-t-il. « Essayez le coin là-bas, où il y a cette large fissure. Mais balayez-le d'un mouvement brusque. » Quelque chose de grand et de décharné se figea au loin, au-delà du milieu de l'escalator, comme cloué sur place par le ray de lumière, puis se jeta vers le cordon. Marc attrapa le sifflet qui lui avait échappé des mains et souffla de toutes ses forces. La réaction des hommes assis autour du feu fut immédiate. Ils se levèrent pour rejoindre leur position de combat. Il y avait un autre projecteur, plus faible mais savamment couplé avec une mitrailleuse lourde,
d'un modèle qu'Artyom n'avait jamais vu. Elle avait un canon long dont l'extrémité était évasée. Le viseur rappelait une toile d'araignée et les munitions étaient assemblées en une bande brillante aux reflets gras. « Je le vois, à la 10e !» lança un homme svelte à la voix enrouée qui s'était approché de Marc pour braquer le projecteur sur le voyageur. « Passe-moi les jumelles !»« Lyoka, la 2e rangée de droite !»« C'est bon, terminus, tout le monde descend. Bouge plus, mon salaud !» marmonna le tireur en pointant son arme sur l'ombre immobile tapis. Je l'ai. Suivit le tonnerre assourdissant d'une rafale. La 10e lampe, en comptant du bas, vola en éclats, et quelque chose poussa un hurlement strident. « On a sûrement fait mouche, » conclut l'homme à la voix enrouée. « Éclaire encore un peu ? Il est couché là-bas. On l'a eu, le salaud. » Mais durant pas moins d'1 heure, on entendit encore des râles lourds, presque humains, qui provoquaient un malaise chez Artyom. Et quand il proposa d'achever le voyageur pour qu'il arrête de souffrir, on lui répondit « Si tu veux, vas-y, et finis-le. C'est pas un stand de tir ici, gamin. Pour nous, chaque cartouche compte. » Marc fut remplacé et se dirigea vers le feu avec Artyom. Il alluma une cigarette roulée à la flamme et s'absorba dans ses pensées. Artyom s'intéressa à la conversation des factionnaires. « Tiens, l'histoire de Lyoka sur les Vaishnavistes, disait un homme massif au front bas et à la voix grave, caverneuse. Ceux qui sont à Oktyabrovskoye-Pol et qui veulent monter pour faire sauter un réacteur nucléaire de l'Institut Kourtchatov, histoire d'apporter le nirvana à tout le monde, mais qui n'arrivent pas à se décider. Ça m'a fait penser à ce qui m'est arrivé il y a 4 ans. À l'époque, je vivais encore à la Savelovskaya. Je devais un jour me rendre à la Belorouskaya, pour affaires. Et comme j'avais des connexions avec la Novoslobodskaya, je suis passé directement par la Hanse. J'arrive à la Belorouskaya, c'était vite fait. Je rencontre qui de droit, on fait notre petite affaire, et je me dis qu'il faut arroser ça. « Fais gaffe, » l'autre me dit. « Les mecs bourrés disparaissent très souvent dans le coin. »« Laisse tomber, » je lui réponds. « On peut pas en rester là. » Pour faire court, on s'est partagé un bocal. Le dernier truc dont je me souviens, c'est mon bonhomme à 4 pattes qui rampe et qui bugle. « Je suis Lunocold 1. » Quand je me réveille, ô mère de Dieu, je suis ligoté, bâillonné, la boule à zéro, et je suis couché par terre dans une sorte de cagibi. La guigne. Une demi-heure plus tard, des espèces de diables rappliquent et me traînent derrière eux dans la salle. Pas moyen de savoir où je suis tombé. Toutes les plaques avec le nom de la station ont été arrachées. Les murs sont maculés de je ne sais quoi, du sang par terre, des feux qui brûlent et de la terre retournée un peu partout. Et un trou d'une 20aine de mètres de profondeur, si ce n'est pas 30. Au sol et au plafond, il y a des étoiles dessinées, d'un seul trait, vous savez comme font les gamins. Je me demande si je suis tombé chez les rouges, puis je me dis que non, ça y ressemble pas. On me conduit vers cette excavation, et là il y a une corde qui pend. On m'ordonne de descendre par la corde avec un petit coup de canon de calage dans le dos en guise d'encouragement. Moi j'y jette un œil, c'est noir de monde au fond, tous avec des pelles et des pioches. Ils creusent encore plus profond. Ils remontent la terre avec un treuil, la décharge dans des petits wagonnets et l'évacuent quelque part. Pas vraiment le choix pour moi. Ces gars avec leur calache, c'est des vrais enragés couverts de tatouages des pieds à la tête. Un genre de mafia, que je me suis dit. Je suis arrivé en tôle, j'ai pensé. Et ces mecs, genre les autorités des excavations, ils veulent s'évader. Et ils font trimer les autres pour eux. Mais après j'ai compris que c'était de la connerie tout ça. Comment tu veux qu'il y ait une tôle dans le métro vu qu'il n'y a même pas de poulet ? Je leur dis que j'ai le vertige, que je vais tomber dans leur trou et m'écraser sur la tête des mecs en bas, et que ça n'arrangera personne. Ils se sont consultés et ils m'ont affecté à charger la terre dans les wagonnets. Ils m'ont collé des menottes, ces enfoirés, et des chaînes aux pieds. Et vas-y, bosse. J'arrivais toujours pas à comprendre ce qu'ils fichaient là. Et autant vous dire que le travail était rude. Moi, ça allait. Il haussa ses épaules massives. Mais il y en avait des plus faibles. Alors ceux qui s'écroulaient, il les relevait et les amenait vers les escaliers. Je suis passé à côté de l'escalier une fois. Il y avait un genre de billot où on te coupe la caboche, et planté dedans, une hache imposante. Il y avait du sang tout autour, et les têtes empalées sur des pics. J'ai bien failli dégueuler. Il fallait que je me taille de là, je me suis dit, avant qu'il me transforme en épouvantail. Et alors c'était qui ? Lança impatiemment l'homme à la voix enrouée. J'ai demandé au gars avec qui je bossais. Tu sais qui c'était ? Des satanistes, vu ?
Ils ont décidé que c'était la fin du monde et le métro le portillon de l'enfer. Il y avait une histoire de cercle, mais je me rappelle plus. Les portes, fit le tireur. Oui, le métro c'est une porte de l'enfer. Mais l'enfer lui-même est un peu plus en profondeur, et le diable les y attend. Il suffit de se frayer un chemin. Alors les voilà qui creusent. Ça fait 4 ans. Peut-être qu'ils ont réussi depuis le temps. Et c'était où demanda le tireur. Et je sais pas. Ma parole que je ne sais pas, parce que je m'en suis sorti comment de cette histoire. On m'a jeté dans un wagonnet pendant que personne ne regardait, et on m'a recouvert de terre. J'ai roulé pendant longtemps, puis on m'a déchargé avec le reste d'une assez bonne hauteur. Je suis tombé et j'ai perdu connaissance. Quand je me suis réveillé, j'ai rampé jusqu'à tomber sur des rails, et puis en avant. Et quand ces rails se sont croisés avec d'autres rails, c'est à ce carrefour que je me suis effondré. Ensuite, quelqu'un m'a ramassé, et j'ai repris connaissance qu'à la Dubrovska. Pigé ? Et mon bienfaiteur a mis les voiles depuis longtemps. Un homme généreux. Alors à toi de voir où tu penses que ça se trouve. Puis il fut question d'une épidémie qui aurait fait, d'après ouï-dire, beaucoup de morts dans les stations Plochtchad, Ilitcha et Rimskaya. Mais Artyom n'y prêta guère d'attention. L'idée que le métro soit une des portes des enfers, voire son premier cercle, le fascinait, et une image improbable naquit devant ses yeux, des centaines de gens creusant, tels des fourmis, un puits vers nulle part, jusqu'au jour où la pioche de l'un d'entre eux ne rencontre plus de résistance et tombe dans les abysses. Et alors le métro et les enfers ne font qu'un, définitivement. Ses pensées dévièrent vers la vie dans cette station, qui n'était pas si différente de celle à VDNKH. Elle était attaquée sans relâche par des monstres venus de la surface. Ses habitants étaient seuls pour endiguer le flot continu d'agresseurs, et si jamais la Paveletskaya cédait, ces horreurs se répandraient sur l'ensemble de la ligne. Le rôle de VDNKH n'était pas aussi exceptionnel qu'il l'avait cru. Qui savait combien de stations connaissaient une situation similaire dans le métro ? Combien jouaient un rôle de rempart pour toute une ligne, dont le premier objectif des habitants n'était pas le bien-être collectif, mais simplement la survie ? On pouvait toujours reculer, se replier vers le centre en scellant derrière soi les tunnels à la dynamite, mais alors l'espace vital se réduirait jusqu'à devenir si exigu que les rares survivants rassemblés au même endroit s'entre-déchireraient. Mais si VDNKH ne représentait pas une situation singulière, s'il y avait d'autres issues vers la surface qu'il était impossible de refermer, cela signifiait... Artyom se reprit et s'interdit d'explorer plus avant cette pensée. Ce n'était que la voix traîtresse et mièvre de la faiblesse qui lui soufflait des arguments pour ne pas continuer son chemin, pour cesser de tendre vers son but. Mais il n'avait pas le droit de se rendre. Cette voie ne menait nulle part. Pour se distraire de ses pensées, il s'intéressa à nouveau à la conversation. Elle tournait autour des chances d'un certain Plume de remporter une victoire. Ensuite, l'homme enroué raconta l'attaque menée contre la station Kitaïgorod par une bande de voyous qui avait réussi à tuer beaucoup de monde avant que les renforts de la fratrie Kalouchkaya ne parviennent finalement à repousser l'assaut et faire reculer les agresseurs vers la Taganskaya. Artyom faillit intervenir pour préciser que ce n'était pas la Taganskaya, mais la Tretiakovskaya. Il n'en eut pas l'opportunité, car à cet instant, un autre garde s'immisça dans la conversation, arguant que la fratrie avait été expulsée de Kitaïgorod et que la station était contrôlée désormais par une nouvelle faction, dont personne n'avait jamais entendu parler. L'homme enroué entama avec lui un échange de points de vue véhéments. Quant à Artyom, il s'endormait peu à peu. Il dormit d'un sommeil sans rêve, si profond que, quand retentit le sifflement strident, il ne se réveilla pas. Il s'agissait sans doute d'une fausse alerte car le signal ne fut pas suivi de tir. Quand enfin Marc le réveilla, les horloges affichaient 6h moins le quart. « Lève-toi, on a fini notre garde !» dit le factionnaire d'une voix joyeuse en secouant Artyom par l'épaule. « Viens, je vais te faire visiter la correspondance où on t'a pas laissé entrer hier. T'as ton passeport ?» Artyom fit non de la tête. « Pas grave, on trouvera bien une solution pour arranger ça, » promit Marc. Quelques minutes plus tard, il marchait dans le couloir de correspondance, alors que le garde à l'entrée sifflotait joyeusement en faisant rouler dans sa pomme 2 cartouches. La correspondance était très longue, bien plus que la station. Le long d'un des murs étaient disposés des paravents en bâche. Des ampoules émettaient une lumière vive. La Hanse prend soin de nous, ironisa Marc, et le long de l'autre courait un muret qui ne dépassait pas 1 mètre de hauteur.
Il faut savoir que cette correspondance est une des plus longues de tout le métro, déclara fièrement Marc. Tu te demandes ce qu'est ce muret? Tu ne sais pas? Pourtant c'est très célèbre. La moitié de nos visiteurs ne viennent que pour ça. Attends, il est encore un peu trop tôt. Ça commence plus tard. En réalité, c'est plutôt le soir que ça se passe, quand l'accès à la station est fermé et que les gens n'ont plus rien d'autre à faire. Mais avec un peu de chance, on aura des qualifications en journée. Non. T'en as vraiment jamais entendu parler? Nous avons des courses de rats ici, et le pari mutuel. Ce muret, on l'appelle l'hippodrome. Bah dis donc. Et moi qui pensais que tout le monde en avait entendu parler, s'étonna Marc, quand il comprit enfin qu'Artyom ne plaisantait pas. Dis-moi, tu te fais quelle opinion du jeu? Moi, je suis accro. Artyom aurait aimé, bien sûr, assister à une course, mais il n'avait jamais été attiré par les jeux de hasard. De plus, après avoir consacré tant d'heures au sommeil, il sentait gonfler au-dessus de sa tête les lourds nuages de la culpabilité. Il n'avait pas le droit d'attendre jusqu'au soir, pas le droit d'attendre tout simplement. Il devait avancer, car il avait déjà perdu beaucoup de temps pour rien. Mais le chemin de police passait désormais par la Hanse. Il ne lui était plus possible de prendre une autre voie. « Je ne pourrai sans doute pas rester jusqu'à ce soir, dit-il. Je dois me rendre à Polianka. »« Il faut que tu traverses la Hanse pour ça. Comment est-ce que tu comptais faire sans visa et surtout sans passeport? »« Là, mon ami, je peux pas t'aider. Mais je vais te soumettre une idée. L'administrateur de la Paveletskaya, pas la nôtre mais la circulaire, est un grand amateur de ces courses de rats. Son rat, il s'appelle Pirate, est le favori. Il vient ici tous les soirs avec ses gardes du corps et en tenue d'apparat. Tu peux jouer personnellement contre lui. Mais je n'ai rien à mettre en gage, objecta Artyom. Tu as ta personne, en qualité de serviteur. Si tu veux, j'arrange le coup, proposa Marc, et ses yeux se mirent à briller. Si on gagne, t'obtiens un visa. Si on perd, tu y vas quand même, mais ensuite il te faudra te débrouiller tout seul. C'est pas une bonne combine, ça? Moi, ça me semble pas mal. Le plan déplut à Artyom. Se vendre en esclavage, d'autant plus sur le résultat d'une course de rats, le chagrinait. Il décida d'essayer d'entrer sur le territoire de la Hanse autrement. Il passa des heures à tourner autour des gardes-frontières à l'uniforme de camouflage gris, à l'identique de celui porté par leur homologue à Prospect Mira, et cherchait à lier la conversation avec eux. Mais ils refusaient de lui répondre. Après qu'un des gardes, méfiant, l'eut appelé le borgne, ce qui était assez injuste parce que l'œil gauche commençait à s'ouvrir, même s'il était encore douloureux, il lui eut recommandé d'aller voir ailleurs. Artyom changea son fusil d'épaule et se mit en quête de la faune la moins recommandable de la station. Il passa en revue tous les vendeurs de drogue et contrebandiers, mais personne ne voulait le faire passer sur le territoire de la Hanse, moyennant son AK et sa lampe de poche. Le soir arriva, et Artyom l'accueillit dans un désespoir silencieux, assis par terre dans le couloir, occupé à se déprécier et à s'humilier. Le couloir s'animait. Les adultes rentraient de leur journée de labeur, dînaient en famille, couchaient leurs enfants, et quand enfin les portes de la correspondance furent fermées, tous quittèrent leur tente pour s'agglutiner près des pistes de course. L'endroit était noir de monde. Pas moins de 300 personnes devaient être rassemblées là, et retrouver Marc dans une telle foule tenait de la gageure. Les rumeurs allaient bon train sur la victoire de Pirate, et on évaluait les chances de Plume de le battre au moins une fois. On entendait parfois le nom d'autres participants, mais il était évident que ces deux-là jouaient dans une autre division. Les propriétaires des rats se dirigeaient vers la ligne de départ en transportant leurs protégés dans de petites cages. L'administrateur de la Paveletskaya demeurait invisible, et Marc semblait s'être volatilisé lui aussi. Artyom craignit un instant qu'il fût de garde cette nuit encore, et qu'il ne le vît pas. Comment allait-il faire pour jouer? Enfin, à l'autre extrémité de la correspondance, apparut une petite procession. Accompagné de deux gardes du corps menaçants, un vieillard au crâne parfaitement rasé et à la moustache volumineuse, impeccablement entretenue, cheminait sans hâte. Il était vêtu d'un costume noir strict, taillé aux mesures de sa carcasse massive, et portait des lunettes. Un de ses gorilles tenait une boîte recouverte de velours rouge, dont le côté grillagé laissait apercevoir une forme grise et mouvante. Il devait s'agir du célèbre pirate. Le garde du corps porta la cage vers la ligne de départ, alors que le moustachu s'approchait de la petite table derrière laquelle était assis le juge. Il en chassa l'assistant,
s'affaissa lourdement sur le siège désormais disponible et engagea la conversation. Le second garde du corps se posta à ses côtés, dos à la table, solidement campé sur ses jambes écartées, les mains sur la kalachnikov qui pendait sur sa poitrine. Comment oser approcher un tel personnage sans parler de lui lancer un défi? Ce fut à cet instant qu'Artyom vit Marc, tenue négligée et cheveux crasseux, approcher ce petit groupe distingué avec simplicité et engager une conversation avec l'arbitre. À cette distance, il ne pouvait entendre que les intonations des voix, mais il vit parfaitement le moustachu tour à tour s'empourprer d'indignation, puis afficher une grimace arrogante, pour enfin acquiescer d'un air mécontent, avant de s'absorber dans le nettoyage des verres de ses lunettes qu'il venait d'enlever. Artyom fendit la foule en direction de la ligne de départ où se tenait Marc. « Ça y est, l'affaire est dans le sac !» l'informa celui-ci en se frottant joyeusement les mains. Ce que cela signifiait concrètement, Marc expliqua qu'il venait d'engager un pari personnel contre Pirate avec l'administrateur, en promettant au gros moustachu que son nouveau rat n'aurait aucun mal à battre le favori dès la première course. Il avait gagé Artyom dans l'affaire et en échange avait exigé un visa pour l'ensemble du territoire de la Hanse à chacun d'entre eux. L'administrateur avait rejeté la proposition en déclarant qu'il n'était pas un marchand d'esclaves. Artyom soupira avec soulagement. Mais il avait ajouté qu'une telle désinvolture et une telle grossièreté ne pouvaient rester impunies. Aussi, les termes du marché étaient les suivants. En cas de défaite du Challenger, Artyom et Marc passeraient l'année suivante à nettoyer les latrines de la station Paveletskaya de la ligne circulaire. Dans le cas contraire, ils auraient leur visa. Convaincu de l'emporter, l'administrateur avait accepté le pari dans le seul but de punir cet insolent trop confiant, qui avait osé lancer un défi contre son protégé. « Vous possédez votre propre rat ?» demanda Artyom prudemment. « Bien sûr, c'est un champion. Il va le tailler en pièces, ce pirate. Si tu l'avais vu détaler sur les voies tout à l'heure, il s'en est fallu de peu. J'ai dû le courser jusqu'à la Novokuznetskaya. »« Et il s'appelle comment ?»« Comment il s'appelle ? Bonne question. Comment je pourrais l'appeler ? » ?»« Disons Fusée, proposa Marc. Fusée, ça sonne bien, non ? Artyom n'était pas certain que la compétition avait pour enjeu de savoir lequel des adversaires mettrait l'autre en pièces, mais il s'abstint de tout commentaire. Cependant, quand il apprit que Marc avait attrapé le rat le jour même, il laissa exploser son exaspération. « Mais comment pouvez-vous savoir qu'il va gagner ?»« Je crois en lui, Artyom, » répondit Marc, solennel. « Et puis, tu sais, j'ai toujours voulu avoir un rat à moi. J'ai toujours parié sur les rats des autres, et lorsqu'ils perdaient, je me disais que ce n'était pas grave, qu'un jour j'aurais le mien et qu'il me porterait chance. Mais je n'arrivais jamais à me décider. C'est pas si simple. Il faut obtenir une autorisation de juge, et c'est un tel parcours du combattant. La vie aurait pu s'écouler, un voyageur m'aurait bouffé, ou j'aurais clamsé tout seul sans jamais avoir possédé mon propre rat. Et là, t'es arrivé, et je me suis dit, c'est ça. C'est maintenant ou jamais. Si tu prends pas le risque là, tout de suite, tu passeras le reste de ta vie à miser sur les rats des autres. Je veux t'aider, bien sûr, mais c'est pas ma motivation première. Tu m'en excuses, hein ? Je voulais tellement aller trouver ce gros lard. Marc avait baissé la voix, et lui dire que je lançais un défi à son pirate. Il était si outré qu'il a forcé l'arbitre à homologuer mon rat immédiatement. Et crois-moi, un tel moment vaut bien 1 an de nettoyage des cabinets d'essence. Mais notre rat va perdre à coup sûr, lança Artyom, dans une dernière tentative de raisonner son compagnon. Marc le fixa intensément, puis il sourit. Qui sait ? Après avoir balayé d'un regard sévère la foule qui s'était rassemblée pour assister à l'événement, l'arbitre lissa ses cheveux grisonnants, tout sauta d'un air important, et énuméra les surnoms des rats au départ de la première course. Fusée fut cité en dernier, mais Marc n'y prêta aucune attention. Pirate emporta la plus brillante des ovations, alors qu'Artyom fut le seul à applaudir Fusée. Marc avait les mains occupées par la cage. À cet instant, le jeune homme espérait encore un miracle qui lui épargnerait une fin peu glorieuse au fond d'un trou puant. L'arbitre tira ensuite un coup à blanc, et les propriétaires ouvrirent leur cage. Fusée fut le premier à trouver le chemin de la liberté, et le cœur d'Artyom bondit de joie. Mais alors que tous les concurrents se précipitaient vers l'autre extrémité du couloir, Fusée, trahissant son nom nouvellement acquis,
se blottit dans un coin à 5 mètres de la ligne de départ et ne bougea plus. Le règlement interdisait toute intervention dans la course, aussi Artyom tourna-t-il son regard dans la direction de Marc, s'attendant à le voir bouillir de colère ou au contraire prostré dans le désespoir. Mais l'expression sévère et fière qui se peignait sur son visage lui rappelait celle du capitaine de croiseur donnant l'ordre de s'aborder son propre bâtiment plutôt que de le voir tomber entre des mains ennemies. Cette histoire, Artyom l'avait lue dans un livre abîmé de la bibliothèque de VDNK-H. Il était question d'une guerre entre des Russes et une autre nation. Il fallut quelques minutes au rat les plus rapides pour terminer le parcours. Pirate remporta la course. Le deuxième avait un nom incompréhensible. Plume arriva troisième. Artyom jeta un regard vers la table d'arbitrage. Le vieux moustachu s'épongeait le front, dans le mouchoir qui lui avait servi à nettoyer ses lunettes quelques minutes plus tôt, et discutait des résultats avec l'arbitre. Le jeune homme espérait qu'on les avait oubliés quand le vieillard se frappa soudain le front, et, avec un sourire doucereux, appela Marc à ses côtés d'un mouvement de l'index. À cet instant, Artyom se sentait dans le même état d'esprit que lorsqu'il avait marché vers la corde, la seule différence étant l'intensité du sentiment, plus faible cette fois. Et alors qu'il suivait Marc en direction de la petite table, il se consolait de savoir le chemin vers la anse désormais ouvert. Son seul problème était de trouver un moyen de s'enfuir. Pour l'heure, la honte l'attendait. Le vieux moustachu les invita courtoisement à monter sur l'estrade, puis, s'adressant à la foule, résuma brièvement les termes du pari et déclara d'une voix puissante que les deux malchanceux allaient de ce pas rejoindre la station de la ligne circulaire pour commencer leur service de nettoyage des installations sanitaires durant une année. 2 gardes-frontières apparurent de nulle part, et on confisqua à Artyom sa kalachnikov, lui assurant que son pire ennemi durant les prochains mois serait inoffensif et que son arme lui serait rendue au terme de son contrat. Ces formalités terminées, les 2 hommes furent conduits sous les sifflets et les huées vers l'anneau. Le seul point commun entre les 2 stations Paveletskaya, la circulaire et la radiale, était l'accès à la correspondance qui se faisait par un escalier descendant au centre de la salle. Mais toute comparaison s'arrêtait là. La station de la ligne circulaire produisait une impression étrange. Basse de plafond et sans véritable colonne, les ouvertures rectangulaires pratiquées dans les murs étaient à égale distance les unes des autres, la largeur des ouvertures égalant celle des murs entre elles. On aurait dit que la première Paveletskaya avait été d'une construction aisée dans une terre meuble facile à déblayer, alors que la jumelle avait été arrachée à un sol compact et dur, où chaque mètre cube demandait un effort intense. Cependant, la configuration de cette station n'induisait pas la mélancolie, contrairement à la Tverskaya, sans doute parce qu'il y avait ici beaucoup de lumière, que les murs étaient décorés de simples arabesques, et qu'au coin de chaque passage, des imitations de colonnes anciennes, qui lui rappelaient des images du livre, les mythes de la Grèce antique. Tout compte fait, ce n'était pas le pire séjour pour des travaux forcés. Dès le premier regard, on se savait sur le territoire de la Hanse. Tout dans cette station était propre et convivial. Au plafond, brillaient sous leurs petites cloches de verre de grandes et véritables ampoules. Dans la salle, moins vaste que celle de la station jumelle, il n'y avait aucune tente, mais de nombreux établis qui croulaient sous des pièces détachées aux formes alambiquées. Derrière ces tables étaient assis des hommes en bleu de travail, et il flottait une légère et agréable odeur d'huile de machine. La journée de travail finissait sans doute plus tard ici que dans la station radiale. Les murs étaient couverts d'étendards de la coalition marchande, un cercle brun sur fond blanc, d'affiches exhortant à augmenter la productivité du travail et de citations d'un certain A. Smith. Sous le plus grand étendard, encadré par 2 gardes immobiles en faction, était disposée une petite table vitrine, et Artyom s'attarda quelques instants, alors que leur groupe passait non loin, pour observer quels objets sacrés on exposait avec autant de révérence. Il vit, sur un pan de velours rouge, éclairé par 2 petites lampes, 2 livres. Le premier, une édition robuste dans un parfait état de conservation, avait une couverture en cuir noir dont les lettrines d'or lisaient « Adam Smith, richesse des nations ». Le second, une édition de petit format considérablement usée, à la couverture souple et fine, déchirée et recollée par endroits, titrée en caractères gras « Dale Carnegie, comment dominer le stress et les soucis ».
Artyom n'avait jamais entendu parler des auteurs dont les ouvrages trônaient dans la vitrine. Aussi ce fut une autre question qui lui vint à l'esprit. Était-ce avec des chutes de ces mêmes pans de velours que l'administrateur de la station avait recouvert la cage de son rat préféré? L'une des voies au bord du quai était dédiée à la circulation, et des draisines, manuelles pour la plupart, chargées de caisses, les dépassaient de temps à autre. Une des draisines motorisées s'attarda quelques minutes, et Artyom eut le temps de détailler les hommes en uniforme noir et au maillot-corps noir rayé de blanc qu'elle transportait. Chacun disposait d'un appareillage de vision nocturne, d'un pistolet mitrailleur très court pendant sur la poitrine et portait un lourd gilet pare-balles. Le commandant, jouant avec le casque lourd à visière posé sur ses genoux, échangea quelques mots avec les gardes de la station, à la tenue de camouflage gris standard, puis la draisine s'enfonça dans le tunnel. Une rame complète, dans un bien meilleur état que celle qu'Artyom avait vue à la Kouznetsky Most, occupait la seconde voie. Derrière ces fenêtres occultées par des stores, il y avait sans doute des habitants, mais le logement n'était pas la seule destination de ce train. Certaines vitrines étaient baissées, et on apercevait derrière des bureaux avec des machines à écrire devant lesquelles étaient assis des gens à l'air affairé. Une pancarte vissée au-dessus des portes disait « Bureau principal ». Cette station marqua l'esprit d'Artyom de manière indélébile. Elle ne le laissa pas abasourdi comme la première Paveletskaya, car elle ne portait nulle trace de cette grandeur sombre et secrète qui rappelait aux héritiers abattardis la puissance et la grandeur passée, presque surhumaine, des bâtisseurs du métropolitain. En revanche, le quotidien des hommes dans le périmètre de la ligne circulaire semblait épargné par la démence décadente de l'existence souterraine. La vie confortable de la Hanse allait de son pas bien réglé. Un repos mérité concluait une dure journée de labeur. La jeunesse ne se réfugiait pas dans le monde illusoire de la bebête, mais rejoignait des entreprises où elle espérait faire carrière. Quant aux gens d'âge mûr, ils ne craignaient pas d'être jetés en pâture au rat dans un tunnel dès que les forces auraient quitté leurs bras. Artyom comprenait désormais les réticences de la Hanse à admettre des étrangers sur son territoire. Le nombre de places au paradis était limité. Seul l'enfer était ouvert à tous. « Et voilà, j'ai enfin émigré », déclara Marc d'un air satisfait en regardant autour de lui. Au bout du quai, à côté d'une barrière rouge rayée de blanc, dans une guérite en verre portant l'inscription « Permanence », était assis un garde-frontière. Quand les draisines qui les dépassaient arrivaient à ce poste et s'y arrêtaient, le factionnaire en sortait d'un air important, consultait les papiers, examinait parfois les marchandises et enfin daignait lever la barrière. Artyom nota par-devers lui que les gardes-frontières, tout comme les douaniers, étaient très fiers de leur position. On voyait tout de suite qu'ils aimaient ce qu'ils faisaient. Mais comment ne pas aimer un tel travail? On leur fit traverser la clôture derrière laquelle courait un chemin bordé de couloirs d'accès à d'anciens locaux de service, et on les familiarisa avec l'équipement qui leur était confié. Une faïence jaunâtre déprimante, des trous creusés dans le sol et fièrement couronnés de véritables cuvettes de toilette, des tenues de travail crasseuses, des pelles sur lesquelles une forme de vie s'était développée de manière autonome, une brouette dont l'unique roue décrivait des huit effroyables, et un petit wagonnet qu'il fallait remplir avant de le vider dans un puits profond qui se trouvait non loin. Tout cela était enrobé d'une puanteur indescriptible qui imprégnait vêtements et cheveux, qui s'immisçaient sous la peau, si bien qu'on avait l'impression qu'elle devenait partie intégrante de votre nature à tout jamais, provoquant la répulsion de vos semblables, les obligeant à vous fuir bien avant de vous avoir aperçus. Le premier jour de ce travail monotone s'étirait à n'en plus finir, si bien qu'Artyom se crut astreint à un service permanent. Ramasser, charger, pousser, transvaser, pousser encore, vider, et revenir sur ses pas, dans le seul but de recommencer ce maudit cycle encore et toujours. C'était un travail sans fin. De nouveaux visiteurs arrivaient en permanence, et ni eux ni les factionnaires qui encadraient l'entrée des lieux d'aisance, ni ceux qui montaient la garde au terminus de leur parcours à côté du puits, ne cachaient leur répugnance pour les deux pauvres travailleurs. Ils s'écartaient de leur route d'un air dégoûté en se couvrant le nez de la main. Les plus délicats remplissaient leurs poumons à l'avance pour ne pas risquer de respirer à proximité d'Artyom et de Marc. Un tel dégoût se lisait sur leurs visages qu'Artyom ne cessait de s'étonner de la manière dont les hommes reniaient en hâte et formellement le produit de leur propre appareil digestif. À la fin de cette journée, les mains à vif malgré les épais gants melotonnés qu'ils portaient, il crut comprendre la véritable nature de l'homme
ainsi que le sens de sa vie. Il percevait désormais son semblable comme une machine ingénieuse dédiée à la décomposition d'aliments et la production d'excréments, fonctionnant sans relâche et presque sans accroc tout au long de sa vie, et qui n'avait aucun sens si, par le mot sens, on désignait une quelconque finalité précise. Le sens résidait dans le processus, absorber le plus de nourriture possible, la digérer au plus vite et évacuer les rebuts, ce qui restait des côtelettes de porc fumantes, des juteux champignons sautés, des galettes moelleuses désormais dénaturées et inconsommables. Les traits des visiteurs s'effaçaient. Ce n'étaient plus que des mécanismes indistincts voués à la destruction du beau et de l'utile, à la production du puant et de l'inutile. Artyom haïssait les gens et éprouvait au moins autant de dégoût envers eux qu'il en éprouvait envers lui. Marc se montrait stoïque face à l'adversité et cherchait parfois à remonter le moral de son compagnon par des phrases comme « Ce n'est rien, vraiment, on m'avait prévenu, quand on émigre, les débuts sont toujours difficiles. » Le plus démoralisant, cependant, c'était l'absence d'opportunité de fuite. Même s'il suffisait, une fois arrivé au puits, de poursuivre la route vers la Dobryninskaya, Artyom ne put prendre en défaut la vigilance de la garde durant les 2 premiers jours. La nuit, ils dormaient dans une chambre attenant à leur lieu de travail, la porte soigneusement verrouillée, avec à toute heure du jour et de la nuit, un surveillant dans la guérite en verre. Vint le 3e jour. Le temps se traînait comme une limace, seconde après seconde, d'un interminable cauchemar. Artyom s'était déjà habitué à l'idée que plus personne ne s'approcherait de lui, ni ne lui adresserait la parole, qu'il était mis au banc de l'humanité. C'était comme s'il avait cessé d'être un homme pour devenir un être monstrueux que les gens rejetaient d'autant plus violemment qu'ils se sentaient avec lui une parenté indistincte, comme si son état était contagieux, tel une lèpre. Il avait commencé par échafauder des plans d'évasion. Puis vint la sourde vacuité du désespoir, et après elle, l'abrutissement. Sa raison s'était repliée sur elle-même, avait rétracté les fils des perceptions et des émotions, et s'était blottie dans un coin reculé de sa conscience. Le jeune homme poursuivait son labeur, effectuant ses tâches comme un automate, obéissant à une routine. Ramasser, jeter, pousser, transvaser, pousser à nouveau, vider, rebrousser chemin à vide, plus rapidement, pour ramasser à nouveau. Ses rêves s'étaient dépouillés de sens. Il courait sans s'arrêter, ramasser, pousser, pousser encore, transvaser, et courait. Au soir du 5e jour, la roue voilée de la brouette que poussait Artyom rencontra une pelle qui traînait. Le contenu se répandit par terre, et le jeune homme, ayant perdu l'équilibre, y chut à son tour. Quand il se releva, lentement, un déclic se produisit dans sa tête, et au lieu de courir chercher un seau et une serpillière, il se dirigea à pas lents vers l'entrée du tunnel. Il se sentait si souillé, si méprisable que l'aura qu'il dégageait devait repousser n'importe qui. Et à ce moment précis, par un concours de circonstances inouïes, le gardien qui se tenait immanquablement au bout de son chemin était absent de son poste. Sans envisager une seule seconde qu'on pouvait se lancer à ses trousses, Artyom s'enfonça plus avant dans le tunnel. Il marchait à l'aveugle, sans trébucher, et accéléra graduellement le pas jusqu'à courir, sa raison tapie quelque part, refusant toujours de reprendre le contrôle de son corps. Derrière lui ne s'élevait aucun bruit de poursuite, aucune clameur, aucun écho de pas précipités. Seule une draisine chargée de marchandises, éclairant les rails d'une faible lampe de poche, le dépassa dans un concert de grincements stridents. Il avait suffi à Artyom de se coller à la paroi du tunnel pour que sa présence passât inaperçue. Soudain, il prit conscience de l'invulnérabilité que lui avait valu sa chute. Couvert d'excréments puants, il était devenu comme invisible. Cette constatation lui redonna des forces et sa raison reprit ses droits. Il avait réussi. En dépit de la logique, en dépit des circonstances, il était parvenu à quitter cette maudite station et personne ne le poursuivait. C'était étrange, c'était étonnant, mais il lui sembla que s'il analysait ce miracle à la lumière froide de la raison, la magie se dissiperait immédiatement et le faisceau d'un projecteur d'une draisine de patrouille viendrait le frapper dans le dos. Au bout du tunnel apparut la lumière. Il ralentit le pas et, 1 minute plus tard, arrivait à la station Dobryninskaya.
Le garde-frontière se contenta d'un « On a appelé un technicien pour les sanitaires ?» et s'empressa de le laisser passer, s'éventant de la paume d'une main devant son visage et se collant l'autre à la bouche. Artyom devait poursuivre son chemin, quitter au plus vite le territoire de la Hanse tant que les gardes ne s'étaient rendus compte de rien, tant que derrière son dos ne résonnaient pas les bottes ferrées, tant qu'il n'était pas assourdi par les coups de ce monstre. Plus vite. Sans regarder autour de lui, mais sentant sur la peau le regard méprisant de ceux qui l'entouraient, créant le vide autour de lui quelle que fût la densité de la foule qu'il traversait, Artyom se dirigeait d'un pas résolu vers le poste frontière. Que dire cette fois? Car il y aurait à nouveau des questions, et à nouveau on allait exiger son passeport. Qu'allait-il répondre? La tête si basse que son menton reposait sur sa poitrine, et qu'il ne voyait de la station qu'il traversait que les dalles de granit sombre, Artyom marchait droit devant lui. Il redoutait l'instant où une voix rude lui intimerait l'ordre de s'arrêter. La frontière de la Hanse se rapprochait de plus en plus. Bientôt. Maintenant. « Qu'est-ce que c'est que cette saleté ?» fit une voix étouffée juste au-dessus de son oreille. Voilà. Je suis perdu. Je suis pas d'ici, marmonna Artyom, sans savoir s'il bégayait de confusion ou s'il entrait dans son rôle. Dégage d'ici, t'as compris, sale clodo ? Lui cracha une voix dont les intonations incitaient à obtempérer sans délai. C'est. Bredouilla Artyom, anxieux de mal tenir son personnage. Il est interdit de mendier sur le territoire de la Hanse, l'informa-t-on d'une voix sévère, mais qui sonnait de loin désormais. Juste un peu. J'ai des enfants à charge, fit Artyom, en comprenant enfin dans quel registre jouer. Quels enfants? N'importe quoi, fit le garde-frontière excédé. Popov, Lomako, venez ici. Jetez-moi cette ordure dehors. Mais ni Popov ni Lomako ne voulaient toucher Artyom de leurs mains. Aussi le poussa-t-on à coups de canon de Kalachnikov dans le dos. Le jeune homme entendait s'élever derrière lui un flot d'injures qui résonnait à ses oreilles comme un carillon céleste. La Serpoukovskaya. Il avait quitté le territoire de la Hanse. Artyom leva enfin les yeux, mais ce qu'il lut dans le regard de ceux qui l'entouraient le força à fixer à nouveau ses pieds. Il n'était plus sur le territoire bien polissé de la coalition marchande, mais plongé dans la folie crasse qui régnait sur tout le reste du métropolitain. Cependant, même pour ce monde-ci, le jeune homme ne représentait qu'une loque méprisable. Cette armure extraordinaire qui l'avait sauvé sur le chemin de la liberté l'avait rendu invisible, avait forcé les gens à s'écarter du fugitif et le laisser traverser sans encombre toutes les frontières et les postes de contrôle, était redevenu une croûte de déjection puante. Manifestement, les 12 coups de minuit avaient déjà sonné. La première allégresse passée, cette force étrangère, comme empruntée, qui lui avait permis de fuir et d'accomplir le périple de la Paveletskaya à la Dobryninskaya, l'abandonna soudain, le laissant seul face à lui-même, affamé, exténué, sans rien d'autre que les vêtements qu'il portait, exhalant une puanteur infernale et exhibant les traces de coups reçus une semaine plus tôt. Les mendiants adossés contre un mur, à côté desquels il s'était affalé, considérant qu'ils étaient désormais la seule compagnie à laquelle ils pouvaient prétendre, s'écartèrent de lui en l'agonisant d'injures. Et Artyom se trouva complètement seul. S'étreignant les épaules pour atténuer la sensation de froid, il ferma les yeux et resta ainsi, prostré, jusqu'à ce que le sommeil ait raison de lui. Il avançait dans un tunnel sans fin, plus long que tous les tronçons de voie qu'il avait arpentés durant toute sa vie mis bout à bout. Il serpentait, tantôt montant, tantôt plongeant, et n'avait pas de section rectiligne de plus d'une dizaine de pas. Le tunnel se prolongeait, interminable, et la progression devenait de plus en plus pénible. Ses jambes ensanglantées lui faisaient mal, son dos le faisait souffrir, chaque nouveau pas répandait en lui des vagues de douleur. Mais l'espoir d'une sortie proche persistait en lui. Peut-être était-elle là, au-delà du prochain virage, et lui donnait la force d'avancer. Puis, soudain, une autre idée, simple et effrayante, lui traversa l'esprit. Et si ce tunnel n'avait aucune issue? Et si l'entrée et la sortie avaient été refermées sur elles-mêmes? Si un être invisible omnipotent l'avait placé, tel un rat de laboratoire cherchant en vain à mordre le doigt de la main qui le manipule, dans un labyrinthe sans issue, pour qu'il continue d'avancer jusqu'à épuisement de ses forces, jusqu'à ce qu'il s'effondre.
et cela sans but précis, simplement pour s'amuser. Un rat dans un labyrinthe, un hamster dans sa roue. Mais si le mouvement ne conduisait pas à la sortie, peut-être le refus d'une errance sans but apporterait-il la libération. Il s'assit sur les traverses, non par fatigue, mais parce qu'il venait d'arriver au terme de sa route. Les murs autour de lui s'effacèrent, et il pensa que pour atteindre son but, pour conclure son périple, il suffisait d'arrêter de marcher. Quand il se réveilla, Artyom se sentit saisi d'une inquiétude inexplicable, sans parvenir à en déterminer la cause. Puis il se rappela des bribes de son rêve et assembla ces morceaux en une mosaïque. Mais il refusait de tenir ensemble, et la mosaïque s'éparpillait par manque de mortier qui la lierait en un grand tout. Ce mortier, c'était une idée qui lui était venue dans son rêve, dont elle était le cœur et la clé de voûte. C'était elle qui lui conférait tout son sens. Sans elle, il ne s'agissait que d'une toile en lambeaux. Avec elle, c'était un tableau empreint d'une signification magique et ouvrant des horizons infinis. C'était justement cette pensée qui éludait ses efforts de mémoire. Artyom se rongeait les poings, plongeait ses doigts sales dans sa tignasse crasseuse, ses lèvres chuchotaient des formules inintelligibles. Les passants posaient sur lui un regard oblique apeuré, mais la pensée demeurait insaisissable. Alors, lentement, précautionneusement, comme s'il retirait par le fil d'un cheveu un homme embourbé dans un marais, il entreprit de la reconstituer à partir de quelques fragments qui lui restaient en mémoire. Et, oh, miracle! Elle lui revint à l'esprit sous la même forme qu'elle lui était apparue dans son rêve. Pour conclure un périple, il suffit d'arrêter de marcher. Cependant, à la lumière de sa conscience, à nouveau alerte, cette pensée lui parut banale, pitoyable, sans aucun intérêt. Pour achever un périple, il suffit de s'arrêter. Oui, bien sûr, une fois immobile, l'errance est terminée. Rien de plus simple. Mais était-ce une solution? Était-ce la fin qu'il souhaitait pour sa quête? Souvent, une pensée qui, dans notre sommeil, nous paraît géniale, ne passe pas l'épreuve du réveil et devient une ribambelle de mots dépourvus de tout sens. « Ô mon bien-aimé frère, la fange recouvre ton corps et ton âme !» Une voix venait de résonner juste au-dessus de lui. Cet événement inattendu effaça instantanément la pensée qui tournait encore dans sa tête et l'amère déception dont elle était à l'origine. Artyom ne prêtait à la voix qu'une vague attention, tant il était accoutumé à ce que tout le monde le fuit avant qu'il eût le temps de prononcer un mot. « Nous recueillons tous les orphelins et les miséreux. » La voix était si douce, si apaisante, si aimable, qu'Artyom regarda à la dérobée à sa gauche, puis tourna la tête, l'air maussade, à droite, craignant d'y découvrir une tierce personne à qui ces paroles étaient destinées. Mais il était seul. C'était à lui qu'on s'adressait. Alors il leva lentement la tête pour découvrir un homme souriant, de petite taille, aux cheveux roux et aux joues roses, qui lui tendait amicalement la main. Artyom avait un besoin vital d'un tel signe de sympathie. Aussi, avec un sourire timide, tendit-il la main à son tour. Pourquoi ne fuit-il pas comme tous les autres, se demandait Artyom. Il est même prêt à me serrer la main. Pourquoi s'est-il approché de moi volontairement, alors que tous les gens que j'ai croisés ont cherché à mettre entre eux et moi le plus de distance possible? « Je vais t'aider, mon frère, poursuivit l'homme au visage poupin. Avec les frères, nous t'offrirons un abri et aiderons ton âme à recouvrer ses forces. » Artyom se contenta d'opiner du chef, mais ce seul signe suffit au nouveau venu. « Permets-moi de te guider vers la tour des gardiens, ô mon frère bien-aimé, fit celui-ci d'une voix chantante, et empoignant la main du jeune homme, il l'entraîna à sa suite.